Bien, bonjour, namasté, bienvenue. Pour nous, c'est un peu le jour de fête, parce que c'est le Mitra Yoga Day. Donc, c'est pas le Yoga Day, vous savez, où on réunit une énorme foule, où on fait des espèces de salutations au soleil, tout ça bizarre, machin, dans le parc de la Cambre, avec des schtroumpfs et compagnie. Pardon, hein. Pardon. Ah, on peut parler librement. Hein. Ici, c'est le Mitra Yoga Day. Donc, Mitra, c'est un mot sanskrit. Ça n'a rien à voir avec la compagnie pharmaceutique liégeoise qui fait des pilules féminines. Parce que eux, il y a un H. Parce que quand je dis, vous travaillez pour qui? Je dis pour Mitra, on me regarde. Non. Ben non. Pas le même. Le Mitra avec un H, c'est le dieu romain. Le Mitra sans H, c'est le dieu indien. Mais c'est plus ou moins, il y a des connivences. Hein. La mythologie, elle circule de l'Inde à la Grèce, à la Rome et aussi chez les Nordiques, etc. Il y a quelque chose de commun là-dedans. Mais donc Mitra, c'est un dieu, d'accord, mais c'est aussi surtout pour nous, et vous allez voir pourquoi c'est le Mitra Day, pourquoi c'est pas un autre jour, c'est pas le Yoga Day, c'est le Yoga Mitra Day, parce que Mitra, c'est le soleil. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez si chaud. Donc il y a 3 mois, on a lancé comme ça dans l'univers cette initiative de faire le Yoga Mitra Day, et aujourd'hui vous êtes là et on sue. Et c'est normal. On nous a répondu. Donc on vous a préparé des bouteilles sur les bancs, si vous voulez, il y a de l'eau. Et pour ne pas que vous étouffiez, il y a des gobelets aussi, donc n'hésitez pas à boire. Et donc soyez les bienvenus. Donc Mitra, c'est le soleil, mais c'est aussi un synonyme d'amitié. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Je devrais plutôt poser la question. Ceux qui ne savent pas pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans la pièce, il y en a qui savent pourquoi. Mais quel est le lien entre le soleil et l'amitié? C'est pas une histoire très belge, parce qu'en Belgique, ça sonne moins bien. Mais en Inde, le soleil est un ami parce que tous les jours, le soleil se lève. Tous les jours, on peut le voir. Tous les jours, on peut méditer dessus. Tous les jours, le soleil envoie ses rayons pour faire grandir, pour vous donner de la lumière, pour faire grandir les plantes, pour faire grandir l'élevage, etc., pour pouvoir nous nourrir, etc. Que vous alliez bien ou que vous alliez pas bien, que vous soyez quelqu'un de bien ou que vous soyez quelqu'un de mauvais, peu importe. Le Yoga Mitra Day, le Mitra, c'est celui qui vous donne de la lumière, peu importe ce qui se passe. Et c'est ça la définition d'un vrai ami. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez un ami supplémentaire, que vous ne comptiez pas, parce que vous dites toujours on compte nos vrais amis sur le doigt de la main. Hein. Et donc vous avez un ami supplémentaire, mais c'est pas moi, c'est le soleil. La prochaine fois, vous le comptez, d'accord? Il y a Jean-Pierre, il y a Charlotte, machin, et Mitra, de soleil. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a si chaud, donc désolé pour ça. Donc, cette conférence, le yoga sans dégâts, alors je me demande d'abord si c'est possible. Est-ce que c'est vraiment possible qu'il y ait du yoga sans dégâts? S'il y avait du yoga sans dégâts, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Simplement pour vous expliquer, donc, ici on est dans un centre. Ce matin, je viens donner cours dans la pièce où vous êtes maintenant. Donc, on a eu cours toute la journée dans cette chaleur-là. Vous voyez, je suis déjà en train de dégouliner. Et je vois une jeune demoiselle que je ne connais pas du tout. Et cette jeune demoiselle me regarde comme ça. Un peu plus subtil, mais il y avait cette intention-là dans le regard. Alors, je vais au bureau pour chercher mes clés et cette demoiselle sortait du bureau et je dis à la dame, « Madame, je suis sûr que cette demoiselle fait du yoga. » Et la dame me dit, « Oui, comment savez-vous » Je dis, « Parce qu'elle m'a regardé d'un air noir. » Parce qu'elle m'a regardé d'un air haineux. Parce qu'aujourd'hui, le yoga, c'est devenu une grande compétition. Le yoga aujourd'hui, c'est devenu une grande compétition, un énorme marketing.
C'est devenu the place to be. Et d'un côté, ça a perdu sa profondeur. Si vous voulez, la situation est telle que moi j'ai commencé le yoga en 1998, donc ça paraît vieux, maintenant j'ai 42 ans. À l'époque, avec ma mère, j'allais suivre ses cours de yoga pour qu'elle me donne des sous. Je vivais seul à l'époque et comme je dépensais mes sous à faire la fête avec mes copains, j'avais besoin d'argent, donc j'allais au cours de yoga, je faisais les exercices, puis elle me donnait 50 €. Puis j'allais acheter des livres ou boire une bière, ou peu importe à l'époque, quand on est jeune. Hein. Et je me suis rendu compte que mes amis avaient moins de prise sur moi quand j'avais été au yoga. Ils me disaient, mais qu'est-ce que t'as? Tu reviens du yoga, qu'est-ce que t'as? Parce qu'ils ne pouvaient plus me contrôler comme avant. Vous voyez? Et donc, j'ai commencé à cette période-là, et comme je vous le dis, devant mes amis, je n'étais pas fier de faire du yoga. Tu reviens du yoga? Oh! Tu reviens du yoga? Arrête ça tout de suite. Vous voyez? Et puis peu après, j'ai commencé à travailler, et tous mes week-ends, je les passais en formation de yoga. À peu près tous mes week-ends, où je les passais à étudier le sanskrit avec un vieux prof d'université à la retraite du côté de Cointe, à Liège. Et je ne parlais jamais de moi à mes collègues. Parce que quand je disais que je faisais du yoga, on me disait « Oh, du yoga, fais attention. » C'est des sectes. J'ai un collègue qui a commencé le yoga encore plus tôt que moi, dans les années 80, donc 15 ans avant. Et lui, il a expliqué qu'au début où il a ouvert des cours de yoga, dans le sud de la Belgique, il a eu la visite des gendarmes qui le suivaient pour voir si c'était pas une secte. Et puis heureusement, les musulmans se sont fait connaître, hein, pardon pour les musulmans qui sont dans la salle, les islamistes se sont fait connaître, et donc la sûreté de l'État s'est intéressée beaucoup plus aux islamistes et au terrorisme, et donc on a eu la paix, et on a eu la paix. Mais regardez, ce que j'essaie de dire, c'est que maintenant on est en 2022, donc à peine 15-20 ans plus tard. Et aujourd'hui, c'est quand on ne fait pas de yoga qu'on se cache. Quoi ? Tu fais pas du yoga? Tu devrais essayer. Quoi? Tu manges pas végétarien? Mais pourquoi? Les animaux souffrent. Vous voyez? Quoi? Mais il faut absolument. Fais des respirations, ça va te calmer. Faut que tu te détendes. Va vite suivre un cours. Aujourd'hui, il y a un espèce de diktat du bonheur et un diktat du yoga. En 20 ans, on est passé d'un moment où les quelques-uns qui avaient vraiment la foi dans le yoga se cachaient, à un moment donné où tout le monde en fait. On vous vend des abonnements téléphoniques avec du yoga. Comme si on téléphonait en méditant, quoi. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est ça qui se passe. Hein. Qui n'a jamais fait sa pratique, recevoir un message WhatsApp et faire « Ça va, je peux continuer ma pratique ». Dans mes élèves qui pratiquent, qui n'a jamais fait ça? Ding dong, ok, ça va. Vous voyez? On nous vend des yaourts avec le yoga. Et si possible, au bifidus actif. Pour le transit. Vous voyez? On voit du yoga partout, de la méditation partout. Il y a le yoga du rire. Alors, je voudrais bien aller m'éclater avec eux. Mais je ne pense pas qu'en Inde, on n'ait jamais enseigné le yoga du rire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se marrer, mais ce n'est pas une pratique. Ok, dans les textes, il est écrit, maintenant, vous ouvrez vos lèvres, vous sortez la langue, vous vous esclaffez. Ça va vous donner beaucoup de légèreté, beaucoup de détente. Vous voyez? C'est pas comme ça que ça se passe. Et, par exemple, il y a aussi le yoga chèvre. Et au début, je trouvais ça complètement ridicule parce que je me dis, ok, le yoga chèvre, donc du yoga avec des chèvres. Alors déjà, j'essaie de voir si, d'un point de vue chronologique, c'est possible. Parce que la plupart du temps, dans le yoga, chronologiquement, c'est pas possible. Par exemple, la posture de la chaise, voilà, pardon, mais les yogis n'avaient pas de chaise. Donc, il n'y a pas de posture de la chaise. La posture du sphinx, le sphinx est en Égypte. Donc, il n'y a pas de sphinx en Inde. Donc, c'est compliqué de faire la posture du sphinx. Vous voyez? Mais les chèvres, ils en avaient des chèvres.
Et on voit souvent comme ça des cohortes de chèvres qui traversent la route comme ça, sans se soucier le moins du monde des motos, des rickshaws, etc., qui sautent comme ça, puis qui montent, elles voguent, elles se baladent, etc. Elles n'ont absolument pas peur de vous. Souvent, elles sont suivies par une corde d'oies ou de canards, un écureuil ou que sais-je, un chien, que sais-je. Donc c'est possible, chronologiquement, c'est possible. Alors, en fait, le truc, quand on regarde bien, c'est vrai que ça a une bonne intention. C'était une ferme, et dans cette ferme, ils n'arrivaient plus à vivre avec l'agriculture actuelle. Parce qu'aujourd'hui, les fermiers sont dans une situation de détresse extraordinaire. Et ils se sont dit, ben voilà, on va reconnecter les gens à la nature. Donc on va prendre le mot yoga, connexion, et on va leur faire des postures avec une chèvre. Alors le but, c'est que la chèvre vous monte dessus quand vous faites des postures, et que vous êtes tellement concentré sur votre posture, que quand elle vous mord les cheveux, vous faites comme si de rien n'était. Et donc vous êtes là, comme ça, vous faites ça, puis elle vous mord, elle vous tire l'oreille, elle vous lèche, et vous êtes obligé de faire comme si de rien n'était. Vous voyez ? Et ça, c'est le yoga pour chèvres. Puis il y a le yoga, il y a le gun yoga. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, qui est sponsorisé par l'association américaine pour les armes à feu. Je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Je sais... Pardon ? La NRA. La NRA. Voilà, ils sponsorisent le gun yoga. Et donc il y a des publicités sur YouTube, vous pouvez voir. Donc, vous avez une femme. C'est la même femme que celle qui vend les Danone au Bifidus Actif. Ça va ? Et elle fait une posture comme ça. Elle inspire, elle prend son gun comme ça. Elle expire, elle se met là. Elle vise, pouf, elle tire et elle éclate un potiron. Voilà. Et c'est vrai, vous pouvez aller voir sur YouTube. Peut-être que vous ne retrouvez pas la même femme, mais sa sœur. Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit détail de différent. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie de dire en prenant des exemples extrêmes, c'est qu'on vit dans une époque où on n'a jamais fait autant de yoga, mais où malheureusement il n'y a jamais eu si peu de yoga. Et donc la question que je me pose parfois, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à enseigner le yoga dans le même centre et à ne pas s'aimer alors qu'on ne se connaît pas ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à appliquer le mot yoga à des chèvres ou à appliquer le mot yoga à des revolvers ou à des choses comme ça ? Et donc c'est un peu la question que je me pose tous les jours, avec laquelle je vis. Et donc du coup, pour vous expliquer ça, je vais être obligé de vous expliquer un peu, selon moi, ce qu'est un yoga correct. Quelle est l'origine du yoga ? Ce que le yoga signifie vraiment. Ou en tout cas, ce qui signifie vraiment pour moi. Ça, je peux vous le partager. Alors, je pense qu'une des premières raisons pour laquelle les choses ont commencé à partir en vrille, parce que je vais essayer d'être poli, parce qu'on est filmé aujourd'hui, donc je vais essayer d'être poli. Donc, pourquoi le yoga est parti en vrille ? C'est que la première des choses, c'est que normalement, le yoga s'enseignait dans la maison du prof. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous vivez dans une maison qui n'est pas la vôtre ? Vos parents vous amènent, vous avez 6, 8, 9, 10, 12 ans. Vos parents vous amènent pour aller étudier avec le prof. Comment est-ce que vous vous comportez dans la maison du prof ? A priori, comme ça. Vous êtes dans la maison du prof, vous n'êtes pas chez vous, donc vous faites gaffe. Vous êtes humble. Vous recevez les enseignements. Vous n'êtes pas tout le temps en demande, je veux ceci, je veux ceci. Il y a une forme d'éthique naturelle qui s'installe. Et cette éthique, elle est fondamentale dans le yoga. Et on l'appelle, dans le yoga, on l'appelle les yamas et les niyamas. Je le redis en étant en face, pour être sûr que vous m'entendiez bien, on les appelle les yamas et les niyamas. Les yamas, c'est la manière dont on se comporte avec les autres. Les yamas, c'est la manière dont on se comporte avec les autres. Les niyamas, c'est la manière dont on se comporte avec soi. Et il n'y a aucun texte de yoga, jamais, qui va vous dire comment on fait. Jamais. Les textes de yoga, ils vous disent que vous devez dire la vérité. Ils vous disent que vous devez être authentique. Ils vous disent que vous devez être non violent. Ils vous disent que vous devez avoir une attitude humble. Parce que, chers amis, 99% des problèmes
dans notre vie, c'est nous qui les créons avec notre attitude. Ça, c'est un grand message du yoga. 99% de nos problèmes, ils viennent parce qu'on n'est pas clair. Oh oui, mais c'est lui. On fait toujours ça. Hein. Quand on travaille avec d'autres personnes, on est toujours en train de dire oui, mais c'est lui qui. Comme quand on était, vous voyez, dans la cour de récréation. Ou à Noël, quand on se dispute, le 25 après le 24, parce que Noël, on se dispute plus qu'on s'amuse d'habitude. Peut-être pas dans votre famille. Namasté à ma famille qui regarde la vidéo. En plus, c'est pas tout à fait vrai. Mais le 25, on dit, mais oui, mais non, c'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à elle. Mais fondamentalement, non. Même si quelqu'un nous agresse ou est violent envers nous, c'est la manière dont nous, on réagit à l'agression ou à la violence de l'autre personne. Parce que vous pouvez très bien réagir d'une manière calme, posée, et complètement éteindre ce mouvement de violence qui est envers vous. Dans les couples, c'est pareil. Mon épouse est dans la salle et parfois on se dispute. Et je pense même qu'il n'y a personne qui a tort quand on se dispute. On a juste faim. C'est aussi simple que ça. Il fait chaud. On a le feu intérieur qui bouillonne. Et il faut qu'il sorte et qu'il mange quelqu'un. Vous voyez, trop de pitta. On souffre beaucoup de ça aujourd'hui. On appelle ça pitta dans le yoga. C'est le feu intérieur. Il faut le nourrir. Si on ne le nourrit pas, on va se brûler soi-même ou brûler les gens avec qui on vit. Et je vais vous dire un petit secret. Si vous aimez vraiment votre épouse ou votre époux et qu'il ou elle vous aime vraiment aussi, vous pouvez la brûler ou le brûler de temps en temps. Parce que comme ça, vous ne vous brûlez pas vous-même, vous ne développez pas un cancer. Vous voyez, vous sortez le truc à l'extérieur de vous. Donc, dans une relation d'amour, on peut se disputer. C'est ok. Tant qu'on ne commence pas à casser les assiettes, c'est ok, on peut se disputer. Il y a trop de pitta. Et donc les yamas et les niyamas, je reviens là, les yamas et les niyamas, les amis, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les textes. Comment est-ce qu'on les apprend? En vivant avec le prof. C'est là qu'on les apprend. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Parce que le prof, en Inde, il est intraitable. C'est comme ça. Tu mens, c'est comme ça. Il le voit tout de suite. Paf. Vous voyez? Il est intraitable. Il ne va pas laisser à l'enfant le temps de développer toutes ces stratégies manipulatoires. Vous voyez celles qu'on développe quand on est adolescent chez nous, en Belgique, dans l'Occident. Toutes ces stratégies-là, elles n'ont pas le temps de se développer parce que le prof vient avec toute son autorité et vous ne pouvez pas y échapper et il vient craquer cet ego-là. Et donc vous développez petit à petit, parce que vous vivez dans sa maison, une manière de rentrer en relation avec les autres, parce que vous n'êtes pas seul dans la maison du prof, il y a les autres élèves, et une manière de rentrer en relation avec vous-même, parce que vous faites votre pratique, parce que vous vous occupez de vous, parce que vous voyez comment les autres font, et en imitant les autres, en voyant les autres, petit à petit, vous voyez comment on fait. Et par effet miroir, comme ça, vous développez, sans le savoir, une éthique personnelle. Mais vous savez, la neuropsychologie aujourd'hui, elle le dit, ça ne sert à rien de faire la morale aux enfants. Et je suis le premier à faire la morale à mon gamin, mon épouse est dans la salle, vous dira, ça ne sert à rien de faire la morale aux enfants. Il y a des parents et des enfants qui sont là. Ce qui marche le mieux, c'est de montrer l'exemple. Ce qui marche le mieux, c'est de montrer l'exemple. Par exemple, c'est la même chose, je pense, dans le domaine du sport, par exemple. Moi, je ne pourrais pas suivre les conseils d'un sportif, d'un coach qui n'a jamais couru de sa vie, ou qui n'a jamais fait de ping-pong, qui n'a jamais fait de judo. Il faut que la personne, elle incarne quelque chose. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, cette éthique, elle se développait dans la maison du prof, avec le prof et avec les autres élèves. Plus toutes les pratiques que le prof enseignait, la récitation des chants, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque beaucoup, c'est un contact avec un prof. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui m'écrivent ou qui me disent, voilà, moi, aujourd'hui, je fais ma pratique de yoga sur Internet. Et ça me fait le plus grand bien. Alors, je ne suis pas indemne de paradoxe, puisqu'on est filmé. Je suis filmé par vous, parce qu'il y a un texte qui s'appelle le RGPD qui protège vos têtes. Mais la mienne, c'est bon. Et
Ok, les exercices font du bien. Ok, la respiration fait du bien. Ok, c'est mieux d'avoir fait ça qu'autre chose. Mais pourquoi ensuite vouloir le vendre à n'importe qui, n'importe comment? Vous voyez, il manque, on a pris quelque chose de l'Inde, on a pris ce qui est le plus facile, on a pris les postures. Les postures, elles sont tangibles. Vous pouvez les voir, vous pouvez les imiter, vous pouvez les comprendre. C'est pas tellement compliqué. Quoique quand on va dans la subtilité, j'ai quelques élèves dans la salle, quand on va dans la subtilité, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Mais on regarde quelqu'un qui fait des postures, on peut facilement l'imiter. Et donc on a pris ce qui nous intéressait en Occident. On a pris les postures, on s'est dit tiens, on va prendre les postures. Ça c'est une bonne chose. Puis on va prendre quelques respirations. Ça aussi, on voit comment on fait. Voilà. Le prof, tant qu'il ne nous fait pas chier, on va le prendre. Vous voyez ? Mais à partir du moment où il va commencer à mettre un tout petit peu en péril notre ego, ou notre propre pratique va mettre un tout petit peu en péril notre ego, ça va être compliqué d'avancer dans cette direction-là. Donc le prof, on va le prendre, mais une demi-heure, quoi. Ou 25 heures par an. Enfin, genre 2 heures par jour pendant un mois. Maximum. Vous voyez ? Et puis, hop, on s'en va. Vous voyez ? On n'a pas pris la pratique des mantras, quoi qu'elle commence à arriver doucement. On n'a pas pris la méditation, pas au sens noble du terme. On n'a pas beaucoup pris, on a pris un petit peu, mais pas beaucoup, la pratique du chant védique. 99% des professeurs de yoga ne savent pas ce que c'est le chant védique, aujourd'hui malheureusement. Vous voyez ? Et on n'a surtout pas pris la morale, parce qu'on est dans une société capitaliste, et donc on a le droit de faire ce qu'on veut. Et donc on peut enseigner les choses telles qu'on veut les enseigner, puis on a le droit, et puis c'est tout, puis on le fait, puis c'est comme ça. Vous voyez ? Et alors le problème, c'est qu'en ayant cette attitude-là, on passe à côté de ce qui fait la beauté du yoga. Parce que le vrai yoga provient, en Inde, de ce qu'on appelle les Védas. Certaines personnes parlent de la religion védique. Mais ce n'était pas une religion, parce que la religion c'est structuré, et ça c'était pas structuré. Ou on pourrait dire la spiritualité védique, la spiritualité des Védas. Et donc c'est quelque chose que les scientifiques n'arrivent pas à dater, mais nous en Inde on dit c'était avant. Ça nous suffit. C'était ancien, c'était avant. Et c'était toute une manière d'honorer la vie, de faire des rituels pour se connecter à soi, pour se connecter au monde, pour se relier à la nature, pour se relier aux autres, pour se relier à soi, etc., etc. Et à un moment donné, si vous voulez, les Védas sont devenus trop complexes parce que on croit toujours, vous savez, on croit toujours que qu'on était des hommes de Cro-Magnon et qu'on est devenu intelligent. On croit qu'on est évolué en fait. Vous voyez ? Mais comment vous expliquer ça ? Si vous faites du sanskrit védique, plus vous allez loin dans le langage, plus il est compliqué, plus il est raffiné. Il est tellement raffiné que, par exemple, un simple texte du Rig Veda, dans une strophe, il peut y avoir 7 ou 8 niveaux de signification différents. Tellement c'est poussé. Style un peu les poèmes de Mallarmé. Et la langue n'a fait que de se simplifier. Tous les linguistes vous diront que la langue était plus compliquée avant. Elle est devenue plus simple après. Donc les Védas, c'était une langue extraordinairement compliquée. D'ailleurs, la langue était chantée. Quand on dit qu'on fait du chant védique, on a l'impression de chanter, mais en fait, c'était la manière dont ils parlaient. Parce que les notes faisaient partie du sanskrit. Et aujourd'hui, il y a 3 ou 4 spécialistes seulement, je pense, qui comprennent bien la manière dont on met les notes dans ces textes védiques. Et la manière de changer les notes, c'est une faute d'orthographe. Si vous ne faites pas la bonne note, c'est une faute d'orthographe. Imaginez, vous dites ça à Queen, par exemple, quand il chante We Are the Champion, il fait une faute de note et vous dites non, ce n'est pas une faute de note, c'est une faute d'orthographe. Donc ça, c'est le sanskrit, c'est la complexité du sanskrit d'avant. Okay, dans les Védas. Et à un moment donné, c'est devenu trop compliqué. Et il a fallu démocratiser le yoga, la spiritualité. Et c'est là qu'il y a des écoles qui sont nées, qu'on appelle des darshanas, ça veut dire des points de vue. De là, pour rendre les choses plus simples, pour rendre les choses plus accessibles, pour les rendre plus accessibles à tout le monde, le yoga est né en disant, ok, on va synthétiser, on va
prendre l'essence des Védas et on va le mettre dans différentes écoles. Et parmi ces écoles-là, je ne vais pas vous parler de toutes les écoles, d'accord, il y a le yoga qui est né. Yoga qui veut dire connexion. D'accord ? Et donc, si vous voulez, le yoga est né sur quelque chose qui est difficile à comprendre aujourd'hui, mais il est né sur du son. Il est né sur des textes. Il est né sur une récitation. Il est né sur des mantras. Il est né sur une vibration. Il n'est pas juste né d'exercices comme ça à gauche, à droite. Il est né d'une volonté de ramener l'essence des Védas, mais d'une manière plus simple. L'outil le plus important du yoga, c'est les mantras, c'est le chant. Patanjali, le grand sage du yoga, celui qui a fait les Yoga Sutras, l'explique. Vous voyez ? Et donc, si vous voulez, il y a une vibration particulière qui vient de l'époque préhistorique, puisque les Védas viennent d'avant l'écriture. Les Védas n'ont été écrits qu'au XIXe siècle. Et ils ont commencé à être formés avant la période de l'écriture, donc avant l'Antiquité. Donc le yoga, c'est quelque chose qui a ses racines, si vous voulez, dans les profondeurs de l'humanité. Certains textes du Rig Veda, on n'arrive pas à les traduire, pas qu'on n'arrive pas à comprendre ce que disent les mots, mais une fois qu'on traduit les mots, c'est tellement éloigné qu'on n'a plus la référence culturelle pour pouvoir les traduire, tellement c'est ancien. Et le yoga est né de ça. Et donc, si vous voulez, le yoga vient d'une longue tradition, qui parfois s'est un peu perdu, puis parfois est revenu, etc., etc. Il y a une lignée, pas seulement pour se transmettre des postures, pas seulement pour se transmettre des respirations, mais aussi pour transmettre cette espèce de vibration particulière, cette manière particulière d'honorer la vie, cette manière particulière d'honorer la nature, cette manière particulière de se relier à son cœur. Et donc il y a, si vous voulez, un cadeau inouï, on n'y pense pas assez quand on met le mot yoga à côté de bifidus actif. Pour moi, parce que je vous ai dit que je vous parlais de la manière dont moi je comprends le yoga, c'est presque un blasphème. Imaginez qu'aujourd'hui vous ayez accès au chant qui résonnait à l'entrée des pyramides en Égypte. Mais on y courrait. Imaginez qu'aujourd'hui vous ayez accès à la spiritualité réelle des Égyptiens. Et que vous ayez accès à certaines personnes qui peuvent vous expliquer réellement, parce qu'ils l'ont reçu de père en fils, comment les Égyptiens faisaient. L'Égypte aujourd'hui c'est mort, alors on peut prendre leur hiéroglyphe et on leur fait dire plus ou moins n'importe quoi, tant que ça rentre dans notre propre idéologie plus ou moins, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le yoga, encore aujourd'hui, il y a des bulles de spiritualité. Il y a des bulles qui viennent de l'Antiquité. Si un jour vous venez en Inde avec moi, vous verrez que l'Inde, c'est un mélange extraordinaire, parce que c'est un mélange de l'Antiquité profonde, c'est un mélange du Moyen-Âge, et c'est un mélange de la modernité et même de la pointe de la technologie. Et vous avez les quatre, comme ça vous pouvez croiser les quatre en 2 minutes. Donc, par exemple, vous allez dans un temple et vous entendez des chants védiques, comme ils étaient chantés il y a 2000 ou 3000 ans, avec un rituel, ou quelqu'un qui chante pour vous parce que vous lui demandez, ou parce que vous lui donnez 50 roupies, vous avez un souci, vous lui demandez, la personne va prier pour vous, va chanter pour vous, etc. Puis vous sortez de là dans un état, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez ? Et vous croisez quelqu'un qui conduit sa charrette avec son buffle, comme ça. Et à côté, vous croisez une Lotus, comme ça, une voiture, hein, pas un Lotus. En Inde, c'est mieux un Lotus, mais là, c'est une Lotus, comme ça, qui passe à côté. Et qui va s'abîmer sur les dodanes qui sont très nombreux à Chennai. Vous voyez ? Et donc, si vous voulez, il y a encore des bulles de spiritualité dans le yoga aujourd'hui. Le problème, c'est que au début du XXe siècle, le yoga était presque à l'agonie en Inde. C'était pas une époque où on pouvait dire que le yoga c'était quelque chose de cool. Vous voyez, c'était pas du tout la même situation qu'en Chine où on fait du tai chi chuan dans les parcs et tout le monde connaît et on se transmet les choses, vous voyez, de maître à disciple, entre amis, etc. Tout le monde pratique. Non.
non, non, non. Et donc, dans ce contexte-là, il y a T. Krishnamacharya, et sa photo est dans le fond de la salle, si vous voulez, vous pourrez aller voir tout à l'heure après. Tirumalai Krishnamacharya. Dont les parents étaient décédés et qui a été éduqué dans une école hindoue traditionnelle. Une école hyper renommée dans l'Inde du Sud. Et quand il a fini son éducation là, parce qu'il y a vécu complètement, on lui a demandé de devenir le boss, parce qu'il était particulièrement brillant. Donc on lui a demandé de devenir en gros un pape de l'Inde du Sud. Et il a dit non, parce qu'il ne se sentait pas encore apte de pouvoir faire ces choses-là, etc. Il s'est dit d'abord il faut que j'apprenne le yoga. Et il a eu un énorme périple. Je pense qu'un jour, il faudrait que quelqu'un fasse un roman là-dessus. Pour expliquer le périple dans lequel il a trouvé son prof. Il est allé jusqu'au Mont Kailash. Il a passé 7 ans et demi avec son prof à étudier des postures, à étudier les sutras, etc. À recevoir des enseignements dans cet endroit-là. Puis qu'après, il voulait rester, mais son prof lui a dit non, tu dois absolument te marier et enseigner le yoga pour que l'humanité puisse en profiter. Vous voyez ? Et alors donc il est rentré, on lui a redemandé de devenir le boss de cette école hindoue et il ne pouvait pas puisqu'il devait enseigner le yoga, donc il a dû décliner alors qu'il était en partie parti pour ça. Vous voyez ? Et ce gars-là, c'est lui qui a revitalisé et qui a fait reconnaître le yoga en Inde et en dehors de l'Inde. Et puis ensuite, de petites traditions, pas petites dans le sens de qualité, mais petites dans le sens où elles n'étaient pas très connues, ça a mis la lumière aussi sur d'autres traditions indiennes, et petit à petit, le yoga a recommencé aujourd'hui, si vous voulez, à être reconnu et à l'intérieur de l'Inde et à l'extérieur de l'Inde. Et donc, le fait qu'il y ait 1 million de Belges aujourd'hui, plus ou moins, qui pratiquent le yoga, le fait que si vous tapez yoga dans Google, vous allez avoir je ne sais pas combien de millions de réponses, de centaines de millions, voire de milliards de réponses, c'est dû au travail acharné de ce petit gars, de ce petit brahman qui n'était pas très haut, et qui a réussi à revitaliser le yoga, notamment en faisant des exhibitions, etc., etc. Et puis parce qu'il a commencé à avoir des élèves qui ont commencé à partir à l'étranger, etc., etc. Vous voyez ? Mais donc, ici, si vous voulez, il y a eu une bulle qui s'est reconstituée. Krishnamacharya, c'était quelqu'un pour qui le yoga ne pouvait pas fonctionner sans les mantras. Krishnamacharya, c'est quelqu'un qui disait clairement que sans le chant védique, il n'y a pas de yoga. Point final. Vous voyez ? Point final. Vous voyez ? Et donc, il y a une bulle qui s'est reconstituée. Et il y a un lien avec une tradition qu'on peut faire remonter encore et encore. Il y a des endroits en Inde où on peut aller voir l'endroit où certains sages ont vécu, les expériences qu'ils ont eues, on peut encore sentir ces vibrations dans certains endroits. Vous savez, ce sont des endroits qui soignent. C'est pas juste comme vous allez visiter un endroit où vous disant oui, là le pape, par exemple ici à côté du champ d'oiseaux, le pape est venu dans les années 80, il s'est posé sur sur le terrain ici, là derrière, etc. On en parle encore dans les champs d'oiseaux, tout ça. Vous voyez ? C'est pas juste ça. Ce sont des endroits qui soignent parce qu'il y a une vibration particulière. La vibration dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une vibration particulière. Il m'est arrivé d'entrer dans un temple malade, en ayant mal au dos, en ayant mal à la tête, en étant déprimé, en pensant que ma vie c'était de la merde. Je vous jure. Je vous jure. Et d'en sortir en me disant, la vie est belle, je n'ai plus mal au dos. Et rien à voir avec Paradis du matelas, je n'ai plus mal au dos. Je rentre dans le temple, j'ai mal au dos, je sors du temple, je n'ai plus mal au dos. Je rentre dans le temple, j'ai mal à la tête, je sors du temple, je n'ai plus mal à la tête. Je rentre dans le temple, j'ai envie d'arrêter tout dans ma vie, je sors du temple, j'ai plein de projets. Parce que ce sont des endroits où il y a une vibration encore. Parce que les personnes ont continué à chanter et à faire vivre les rites. Donc il y a des endroits dans lesquels ça fait 1500 ans qu'on continue à faire les mêmes chants, les mêmes prières, avec du feu, avec les mêmes rituels, et avec les mêmes statues, et où on continue à faire vivre ces choses-là. Vous voyez ? Et normalement, le yoga a un pied là-dedans. Le yoga, c'est la discipline qui va vous aider à calmer suffisamment votre mental pour vous laisser imprégner par ces vibrations-là. Qui va suffisamment vous calmer
pour que vous puissiez devenir une meilleure personne. Le yoga, c'est pas quelque chose où on va faire des postures d'une manière très dure. C'est pas quelque chose où on va forcer, où on va respirer en faisant du bruit, où on va essayer d'avoir une respiration très longue, on va faire des longs ohms et tout ça. Par exemple, quand j'ai fait une pub sur Instagram pour vous faire venir. Je sais pas si ça marchait d'ailleurs. On ne sait jamais si ça marche ces trucs-là. Et il y a un gars il y a un hater, je commence à en avoir un peu de temps en temps, et j'ai un hater qui s'est mis à m'attaquer dans ma publication. Dans mes publications. Et lui, par exemple, il se montre sur la tête avec ses grosses bottines dans une posture de yoga en plein milieu de Bruxelles, vous voyez. Et le yoga, c'est pas, pardon, mais il va encore moins m'aimer. Mais c'est pas ça. C'est pas des postures. Pardon, c'est pas des postures, c'est pas de la respiration, c'est autre chose. Le yoga, c'est une manière de pratiquer en fonction du temps qu'on a, en fonction de la disponibilité qu'on a. Avec une première condition qui est d'être ouvert à soi. On pratique pour se rencontrer soi-même. On ne pratique pas parce qu'il faut. On ne pratique pas parce que notre prof nous a demandé de pratiquer. On ne pratique pas parce qu'il faut absolument pratiquer. On pratique simplement parce qu'on a envie de se connaître mieux. Et les outils, on les fait dans ce but-là. On fait des postures en douceur, on n'a pas besoin de se faire mal, pour se rencontrer. On fait des chants, on n'a pas besoin de se faire mal, pour se rencontrer. Et petit à petit, en pratiquant avec cette douceur-là, en pratiquant avec ce respect-là, en pratiquant avec cette ouverture-là, petit à petit, la pratique nous envoie des messages. Réellement, on reçoit des messages de la pratique. C'est pas moi qui dis à la personne, c'est comme ci, comme ça, tu dois vivre comme ci. Non. La personne, je lui donne une pratique, ou mon prof donne une pratique, ça marche encore mieux quand c'est comme ça. Et la personne reçoit une pratique, et elle revient après en disant, mais depuis que je fais cette pratique, je me rends compte que je dois aller au lit plus tôt. Depuis que je fais cette pratique, je me rends compte que je dois mieux manger. Depuis que je fais cette pratique, je me rends compte qu'en fait, je suis tout le temps en colère. Donc peut-être que les problèmes que j'ai avec mon mari, c'est de ma faute. mais je ne pouvais pas voir que j'étais en colère. Depuis que j'ai fait cette pratique, je dors mieux. Depuis que j'ai fait cette pratique, et ça c'est quelque chose qui revient souvent, les amis, je vous jure, ça revient souvent. Donc désolé si vous voulez faire la formation avec moi, mais c'est des choses qui changent souvent. Depuis que j'ai fait cette pratique, je me rends compte que j'aime pas mon job. Je me rends compte que je ne peux pas rester 8 heures par jour avec ces gars-là à faire ça 5 jours par semaine. Et qu'il faut que je change de boulot. Vous voyez ? Et c'est pas moi qui leur dis change de job. C'est eux qui viennent avec ça. Et puis après moi je leur dis, vous voyez, c'est ça le message de la pratique. Donc si on fait du yoga, il faut être ouvert au message de la pratique. C'est ça que j'essaie de dire. Il faut être ouvert à la vibration de la pratique. Il faut être ouvert à la manière, au fait que vous allez vibrer différemment grâce à la pratique. Vous allez ressentir des choses différemment. Parce que c'est une forme de rencontre petit à petit avec soi-même. Vous voyez ? Et pour ça, il faut pratiquer avec l'éthique dont je vous parlais tantôt. C'est-à-dire pratiquer avec un moment d'humilité. On ne peut pas pratiquer en disant « Moi, je fais du yoga ». Ça ne marchera jamais. Ou pratiquer pour qu'on vous voit absolument sur Facebook ou sur Instagram, ça ne marchera jamais. Vous devez vraiment pratiquer en vous disant « Ok, j'ai envie de pratiquer, je suis curieux, j'ai envie de voir ce que ça fait ». Et vous pratiquez et petit à petit, en pratiquant un peu mais tous les jours, sur une base régulière, vous voyez que les choses s'améliorent. Vous voyez que les choses changent parce que la pratique vous aide, elle vous détend et puis après elle vous enseigne des messages. Et ce n'est pas toujours des messages faciles à intégrer. Alors, ça peut être des messages positifs, ça peut être des messages négatifs. Mais rien qui ne soit déjà en vous. Parfois, les gens se fâchent sur moi, mais c'est pas moi qui ai mis, c'est pas moi qui ai mis ça à l'intérieur de toi. Je t'ai juste donné une pratique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais parfois, par exemple, on se rend compte que, en fait, on devrait demander sa compagne en mariage. Même si on vient d'une famille d'enfants divorcés, et qu'on s'est toujours juré qu'on n'allait pas se marier et tout ça, parce qu'on dépasse ces blessures. On va voir ce qui est au-delà de ces blessures, on va chercher la vibration qui est au-delà. Parfois on se rend compte qu'on a choisi la mauvaise personne pour des mauvaises raisons. On était seul, la personne est venue se présenter devant nous, on s'est dit ouais bon voilà pourquoi pas, et puis on s'est engagé dans une relation, on est pieds et poings liés, on n'arrive pas à en sortir, et on s'est fait à l'idée, et la pratique va vous dire non, c'est pas ça.
Il ne suffit pas d'être seul pour se mettre en couple. Il faut aussi aimer la personne. Et ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est la pratique. C'est les vibrations intérieures, c'est votre propre vibration. Parce que pour pouvoir avoir accès à ces vibrations particulières, là, celle de la spiritualité, celle d'honorer la vie, celle d'avoir un lien particulier avec la terre, le soleil, etc., de se relier avec la vie, la première des conditions. Et c'est là que l'éthique dont on parlait est importante aussi, c'est de se relier avec votre propre vibration, avec la vôtre. Et c'est seulement en vous reliant avec votre propre tonalité intérieure que vous saurez comment ça sonne chez vous et que vous saurez quelle est votre place. Vous voyez ? Parce que vous saurez comment ça sonne chez vous et comment ça sonne chez l'autre, et vous pourrez dire là c'est dissonant, c'est pas pour moi. Ou là ça sonne bien, c'est pour moi. C'est pas quelque chose qu'on va vous dire avec le mental, il comprend pas ces choses-là. Ça c'est le langage du cœur. C'est comment ça vibre ici et ici. Le mental, il comprend pas ces choses-là. On ne vous a pas appris à l'école à ressentir les choses. On commence à le faire, hein, heureusement, dans les écoles. Mais nous, les gens de ma génération, on ne nous a pas appris à ressentir les choses, à voir ce qu'on aimait ou à voir ce qu'on n'aimait pas. On ne nous demandait pas notre opinion sur ceci, cela. On nous demandait juste de suivre et de l'affirmer. Et on le faisait plus ou moins bien en fonction de l'âge. Donc de 6 à 12, on le faisait bien. De 12 à 18, on le faisait moins bien. Mais on a juste appris une chose, c'est que la vibration qu'on a à l'intérieur de soi, on ne peut pas vraiment l'écouter. Vous voyez ? Et à cause de ça, on ne peut pas l'affiner pour qu'elle puisse aller sur quelque chose de plus beau, de plus intéressant, de plus grand, de plus subtil, de plus universel. Vous voyez ? L'idée fondamentale, si je dois mettre d'autres mots là-dessus, c'est que vous ne pourrez jamais être en harmonie avec l'extérieur si vous n'essayez pas d'écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et je ne vous dis pas que le yoga, c'est la manière de le faire, d'écouter cette vibration. Mais je vous dis, c'est une très belle manière de le faire. Mais pour ça, il faut accepter de faire un yoga qui respecte la personne. Il faut accepter de faire un yoga qui soit adapté à qui on est. Il faut accepter de faire un yoga en ayant l'intention de diminuer notre ego. Parce que le diminuer vraiment, c'est une autre paire de manches. Hein. Vous savez, je pense que c'est un élève qui est dans la pièce qui nous avait envoyé une petite BD. On voyait un moine bouddhiste qui est là, il fait et puis il dit ah, j'ai maîtrisé mon ego. Ouais, je suis trop fort. Vous voyez ? Donc, il faut avoir l'intention de diminuer son ego. Et l'ego, il est fait de quoi ? Parce qu'à quoi ça sert d'avoir envie de le diminuer ? L'ego, il est fait de tout ce qu'on s'est construit pour éviter nos traumatismes, pour éviter certaines choses. Donc il est fait de quoi ? Il est fait de notre anxiété. Il est fait de nos peurs. Il est fait de nos désirs, mais de nos désirs qu'on a vraiment envie de ça, on veut vraiment ça, on veut. Vous voyez ? Il est fait de toutes ces choses-là. Il est souvent inversé, notre ego, dans nos sociétés. De temps en temps, il y a un gars qui a un gros ego avec un chien. Mais souvent, l'ego, c'est je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez jeune. Je ne suis pas assez mince. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez courageux. L'ego, si vous voulez, c'est cette espèce de construction qu'on a reçue de l'extérieur en partie et qu'on s'est aussi créé soi-même pour se protéger, qui fait que on n'est pas en phase avec qui on est vraiment. Et donc on peut vivre toute une vie en passant complètement à côté de soi-même. On peut vivre toute une vie en passant complètement à côté de soi-même. Et être uniquement à la recherche des biens matériels. Parce que les biens matériels vont venir combler le vide qu'on ressent quelque part derrière notre ego. Alors je ne vous dis pas que vous allez être illuminé. Je ne vous dis pas que vous n'allez plus avoir d'ego. Parce que déjà, s'il fallait que je vous le dise, il faudrait déjà que moi, je le sois. Ce qui est très très loin d'être le cas. Si vous ne me croyez pas, demandez à mon épouse quand on boira un verre tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, en se reconnectant avec cette vibration qui est la nôtre et avec laquelle on était à l'aise quand on avait 3, 4, 5, 6 ans. Quand la vie était simple, quand on était spontané.
Et donc que petit à petit, on va améliorer notre vie en écoutant nos messages intérieurs. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver du jour au lendemain. Et ça, c'est encore un autre écueil du yoga. C'est de croire qu'on va pouvoir être illuminé. De croire qu'en faisant du yoga, on est plus clair que les autres. Que croire qu'en faisant du yoga, on a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Si vraiment vous faites du yoga, vous allez comprendre à quel point votre mental vous joue des tours. Vous allez comprendre à quel point, dans de très nombreuses situations, vous aviez projeté quelque chose sur une réalité qui vous rappelait quelque chose de l'enfance. Vous avez projeté quelque chose et que ce quelque chose a déterminé l'issue de la situation, mais que vous aviez mal évalué la situation parce que vous ne voyiez pas les choses telles qu'elles étaient. Dans le yoga, on dit 99% de nos actions sont faites avec une erreur. On pourrait même dire 99,99999%. Qui réellement est clair dans une situation? Qui est parfaitement clair dans une situation? On fait beaucoup semblant. On paye quelqu'un qui s'appelle un psychologue, par exemple, pour lui parler de nos problèmes, on attend des conseils. Comme si elle avait parfaitement compris ce qui se passait. On paye un médecin, pour qu'il nous donne des conseils sur notre santé, et ce n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, parce qu'il en connaît un peu plus que nous, souvent. Mais comme s'il avait parfaitement compris ce qui se jouait. Parfaitement compris. Non, pas parfaitement compris. On paye un avocat comme s'il avait parfaitement compris. Non, non. On n'est jamais parfaitement clair. Et le fait de faire du yoga, si vous le faites réellement, que vous laissez le yoga agir en vous, vous allez seulement vous rendre compte à quel point on connaît peu de choses et à quel point on n'est pas clair. C'est là normalement que l'ego diminue un tout petit peu, on essaie d'avoir un petit peu d'humilité. On essaie d'avoir un tout petit peu d'humilité quand c'est possible. Quand c'est possible. Parce qu'on se dit, ok, finalement, qu'est-ce que je connais vraiment? Pas grand-chose. Qui peut dire qu'il se connaît soi-même parfaitement? Qui peut dire qu'il se connaît soi-même très bien? La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on se connaît un petit peu. Et ce qu'on pourrait dire encore, c'est qu'on va essayer que demain, on puisse se connaître un peu plus que hier. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, c'est absolument nécessaire de revenir à cette idée de yama et de niyama, de lien avec soi et de lien avec les autres. Et tous les jours, en faisant sa pratique, on devrait se poser la question: est-ce que je vais avoir une journée qui est vraiment en phase avec qui je suis? Ou on pourrait se poser la question: ok, aujourd'hui, j'ai telle difficulté. Est-ce que quand même je peux essayer d'être en phase avec qui je suis? Même si je sais qu'il y a une partie de la journée avec laquelle je ne serai pas en phase, qu'est-ce que je peux faire quand même dans cette journée-là pour quand même être en phase? Parce que comme ça, je ne vais pas dissonner. Et je vais pouvoir amener une bonne musique aux autres aussi. Je vais pouvoir être utile. Vous voyez? C'est ça l'idée. Revenir à ce lien à soi et à ce lien avec les autres en essayant d'écouter cette musique intérieure. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et là, ça rejoint vraiment toute la philosophie occidentale aussi, où Socrate disait: la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein? Il disait ça. Et alors, à force de dire ça, on lui a donné à boire la ciguë et il est mort. Vous voyez? Certainement qu'il a dû croiser des personnes qui le regardaient avec des yeux noirs, encore pire. Toi, tu m'embêtes. Vous voyez? Et la grande différence entre la philosophie occidentale et la philosophie orientale, parce qu'elles partent du même constat, qu'est-ce que je peux vraiment connaître, c'est que la philosophie occidentale, elle s'est dirigée vers les mathématiques. Je sais que certaines personnes parmi vous adorent les mathématiques, parce que les mathématiques, c'est quelque chose de vrai. Un triangle, c'est un triangle. 3 côtés. Universellement. Aujourd'hui, hier, demain, un triangle, c'est un triangle. Et c'est vrai. Et donc, du coup, elle s'est dirigée vers les sciences et vers la recherche extérieure de la vérité. Essayer de comprendre quelque chose qui, à l'extérieur de soi, puisse être quelque chose de fiable. Alors, il y a la philosophie des mathématiques, machin, etc., etc. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, vous n'êtes pas venu pour ça. Mais
Désolé. Les mathématiques, jeune homme, c'est pour se comprendre aussi soi-même. C'est pas juste une prise de tête. C'est une découverte. Il y a une connaissance de soi qui vient des mathématiques. Parce qu'il y a tout un débat pour savoir si les mathématiques, elles sont dans le monde ou bien juste dans notre esprit. Et s'il est dans notre esprit, comment est-ce possible qu'on ait tous les deux la même idée d'un triangle? Vous voyez, c'est des questions extrêmement fondamentales. Pardon, hein. J'arrête. Promis. J'arrête parce qu'en plus, je ne pourrais pas en dire plus. Donc voilà. Mais la philosophie orientale, elle a choisi un autre chemin. Elle a choisi le chemin de l'intériorité et d'essayer d'aller trouver à l'intérieur de soi quelque chose d'universel. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire. C'est ça qui est problématique dans la philosophie orientale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun à toutes les grandes philosophies orientales. C'est d'aller chercher à l'intérieur quelque chose d'universel. Les yogis parlent par exemple de Ishvara ou du Purusha, qui est notre conscience. D'aller au plus pur de sa conscience. Qu'est-ce qu'il y a dans sa conscience selon les yogis? Selon les philosophes occidentaux, c'est des mathématiques. Et selon les yogis, c'est de la joie et une sagesse. Notre plus grande sagesse, elle vient quand on ferme les yeux et qu'on écoute notre intuition intérieure et qu'on sait que même si on va devoir passer par des moments difficiles, c'est ça qu'on doit faire. Parce qu'on a la réponse à l'intérieur de nous. Et le yoga, c'est cette magnifique discipline qui petit à petit nous permet de diminuer le pouvoir de l'ego pour retrouver cette vibration qui est la nôtre. D'accord? De savoir ce que nous on doit faire, pas de savoir ce que l'autre doit faire. Hein. De savoir ce que nous on doit faire, c'est déjà pas mal. Si déjà on sait ce qu'on doit faire, si déjà on sait un petit peu mieux ce qu'on doit faire. D'accord? Et puis à force d'harmonie, commencer à faire grandir cette harmonie pour être de plus en plus en harmonie avec de plus en plus de choses. Et d'aller vers quelque chose qu'on pourrait appeler la paix. Quelque chose de rempli de cette vibration des sages d'autrefois. Donc le yoga aujourd'hui, c'est petit à petit écouter le message de sa pratique et évoluer pour retrouver quelque chose de la connexion des sages d'autrefois. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que quand on a enlevé d'un côté les sages d'autrefois, et quand on a coupé, essayer d'être en harmonie avec soi-même, parce que quand même, quand on veut l'être, c'est pas facile. Il y a plein de casseroles. Et vous avez déjà essayé de faire de la musique avec des casseroles. Il n'y a vraiment que sur TikTok que c'est possible. Donc, quand vous avez enlevé les casseroles, quand vous avez enlevé les sages d'autrefois, il reste une espèce de méthode qu'il est facile de faire mentir. Et qu'on peut mettre avec du rire, qu'on peut mettre avec des chèvres. Voilà, des chevaux. Peut-être que quelqu'un pourrait, je sais pas moi, faire yoga poisson. Et si vous êtes suffisamment habile, ça marchera. Il y a énormément de types de yoga aujourd'hui où simplement les personnes se sont dit comment est-ce que je peux investir mon argent, pas le mien, hein, mais comment est-ce que je peux investir mon argent. Et alors ils se sont dit je vais créer un truc de yoga, je vais faire du marketing et comme ça je vais investir 300 000 dans mon studio de yoga, mais comme je vais mettre le mot yoga derrière, je vais pouvoir avoir un rendement qui est 2 fois plus important que le rendement que je pourrais avoir dans la bourse ou des machins comme ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui le mot yoga c'est devenu un argument marketing. Et donc on est très très loin, le mot yoga est très très loin de cette vibration interne qu'on a tous quelque part. Peut-être qu'un jour on devra changer de mot d'ailleurs. Le mot yoga sera tellement galvaudé qu'on devra l'appeler autrement. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot Dieu a subi le même problème. Tu crois en Dieu? Non. Je crois au divin. Crois en Dieu? Non. Je crois en l'univers. Tu crois en Dieu? Non. Je crois en l'énergie. Tu crois en Dieu? Non. Je crois qu'il y a quelque chose. Vous voyez? Parce que le mot Dieu, il en a tellement galvaudé que c'est plus possible de croire en Dieu avec un mot qui a autant de connotations négatives. Vous voyez? On est obligé d'utiliser un nouveau mot. Peut-être que le mot yoga, on sera obligé de faire pareil. On sera obligé de trouver un autre mot. Mais alors, si possible, un mot compliqué. Parce que comme ça, il ne sera pas récupéré une deuxième fois. Donc, par exemple, en Inde, on parle du Patanjala Darshana.
Ça, c'est bien, ça. Le Darshana de Patanjali. Ça, c'est bien, c'est compliqué, ça. Vous voyez, il faudrait un truc comme ça, parce que yoga, vous voyez, ça fait un peu net. Vous voyez, ça fait un peu... C'est pas... Vous voyez, dans notre marketing, c'est trop facile, quoi. Yoga, yoda. C'est trop facile, il faut un mot compliqué. Pourquoi ça ne s'est pas passé avec le bouddhisme, par exemple? Parce que dans le mot bouddhisme, il y a le Bouddha, on sait qui c'est. Dans le mot yoga, il n'y a pas le yogi. Il n'y a pas Patanjali, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il faudrait essayer de créer un nouveau mot pour qu'on puisse tranquillement continuer à se découvrir soi-même et à partager entre nous et avec d'autres les bienfaits du yoga. C'est vraiment des bienfaits quand on pratique comme ça, il y en a. Par exemple, j'ai un ami dans la salle qui a travaillé, je sais pas, pendant 1 an ou 2 ou 3 ou 5, je sais pas, vraiment longtemps, sur le sommeil et le yoga, par exemple. Et qui vient de publier, bravo, qui vient de publier un article dans une revue de psychiatrie pour expliquer à quel point le Vinyasa peut améliorer le sommeil, par exemple. Et l'article est tellement compliqué que j'ai pas encore réussi à le lire, mais je promets que c'est pas la partie yoga qui est compliquée, c'est la partie psychiatrie qui est compliquée. Et je promets que j'essaierai de le lire. Complètement. Enfin voilà, je ne vais pas pouvoir répondre à cette énorme question aujourd'hui, mais ce que j'espère, c'est vous avoir fait réfléchir. Parce que je ne vous donnerai jamais une réponse toute faite. Mes élèves le savent, ils rentrent avec des questions, ils partent avec encore plus de questions. Voilà. Ça, chez moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous lisez le petit bouquin que j'ai lu, la plupart des gens, ils le lisent et puis après, ils ont encore plus de questions que des... Mais on voulait une réponse. La réponse, si vous la voulez, c'est vous qui devez la chercher. C'est vous qui devez la chercher. Et c'est pour ça que c'est un chemin, que c'est un chemin personnel. Et c'est pour ça que le jour où vous trouverez une réponse, qui en ouvrira d'autres. Mais c'est pour ça que le jour où vous trouverez une réponse, vous l'aurez méritée. Vous la voudrez, votre réponse. Vous saurez que c'est vrai, parce que vous l'aurez cherché. Vous savez, le nombre de fois où j'ai entendu mon épouse qui m'a dit « Philippe, c'est pas comme ça qu'on fait. » Ou qu'elle dit parfois, elle dit « Mais qu'il est ce gars ?» C'est son expression. Et je me dis « Mais non, je continue. Jusqu'au moment où moi, je réalise. Jusqu'au moment où moi, je comprends. Qu'en fait, elle avait raison. » Alors 3 ans plus tard, je viens et je dis « Pardon. » Et vous savez, parfois, ces 3 ans, c'est court. Hein. Avec certaines personnes, c'est 30 ans plus tard, on se rend compte. Vous savez, j'ai des élèves qui font du yoga et qui se rendent compte qu'il y a 30 ans, elles ont merdé. Elles se rendent compte, hein, pas moi, elles. Et elles se disent, et comment est-ce qu'aujourd'hui je peux demander pardon? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux atténuer le poids du truc que j'ai fait il y a 30 ans? Parce qu'aujourd'hui, je sais que je me rends compte que je le porte. Ce poids-là, cette culpabilité-là, je me rends compte que je le porte, que je la porte. Voilà, le yoga, c'est ça, c'est ce processus-là. Vibrer d'une telle manière qu'on se rende compte que, tiens, on est aujourd'hui en train de porter un truc d'il y a 25, 30 ans, 40 ans, parfois plus, 100 ans. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est compliqué et que c'est plus simple de le réduire à des postures toutes faites, à des respirations toutes faites et à des réponses toutes faites. Mangez ceci, ne mangez pas cela, faites ceci. Non. Le yoga va vous ouvrir à vous-même dans toute votre singularité. Voilà. Je vais arrêter ici. J'avais prévu d'autres choses parce que vous voyez, j'avais prévu 2 feuilles que j'ai mis là en bas, de mots-clés et tout ça. Et je pense que je l'ai regardé une fois et puis, comme d'habitude, je suis parti dans mon propre délire. Et si vous voulez, on peut chanter, les personnes qui connaissent peuvent me rejoindre pour chanter Sahana Bhavatu. C'est un tout petit chant qui essaie de changer la vibration, qui veut dire qu'on puisse apprendre le yoga ensemble et surtout pas se disputer. En gros. Les personnes qui connaissent, si vous voulez, vous pouvez chanter. De toute façon, vous n'êtes pas filmé. Et donc voilà. Om Sahana Bhavatu Sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai.
Om Shanti Shanti Shanti. Merci d'être venu. Je vois qu'il reste un peu d'eau encore et un peu de jus de pomme, donc n'hésitez pas, d'accord? Mais on en a déjà bu beaucoup avant que vous arriviez. Namasté, merci à vous. Merci d'être venu. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et l'année prochaine, le 17 juin, on remet ça. Donc mettez-le déjà dans votre agenda si vous voulez.